Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au second tome de la campagne de Symbaroum du Trône d'Épines, ou The Witch Hammer, le marteau à sorcière en français. Alors je viens de la finir en tant que maître du jeu et je souhaitais vous partager un petit peu mon ressenti ainsi que peut-être les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la lecture de ce bouquin et de la préparer. Symbaroum a un petit souci, c'est que c'est un univers extrêmement riche, extrêmement intéressant, mais la composition des bouquins est absolument cauchemardesque. C'est à se taper la tête contre les murs. Et si vous oubliez de temps en temps certains encarts spécifiques sur tel ou tel élément qui s'est passé il y a 120 ans ou 2000 ans, vous êtes un peu coincé, quoi. Donc ça, c'est vraiment peut-être l'idée centrale que je peux retenir du bouquin. Après, il y a... Alors désolé, je vais beaucoup spoiler dans cette vidéo, essentiellement pour les maîtres du jeu, mais il faut replacer aussi un peu le contexte. C'est très important. Donc dans cette histoire, le principe de The Witchhammer, c'est qu'il y a une chasseuse de trésors qui s'appelle Elmendra, l'insensée, qui veut trouver impérativement la direction de Simbar. Simbar, c'est la capitale de l'empire de Symbaroum, qui donne son nom au jeu. Je vous passe les détails, vous savez que Symbaroum, c'est un endroit extrêmement maudit, où il y a plein de choses, où certains pensent que c'est là où la magie pure a été créée, ce qui est faux. D'autres pensent qu'il y a des grandes richesses, ce qui est vrai. Et d'autres encore pensent qu'il y a surtout le trône d'Épines, qui est ce MacGuffin central à la campagne, qui a une sorte de siège sur lequel on s'assoit et on est tout puissant. Et bien évidemment, toutes les factions politiques de Symbaroum, donc la reine Corinthia, enfin pas les sorcières, mais en gros l'église, l'Ordo Magica, tutti quanti, toutes ces factions sont très intéressées par ce trône. Et surtout au début quand on commence par la reine. Et le principe donc, de Witchhammer, c'est qu'on se retrouve en fait face à une nouvelle faction qui émerge, qui s'appelle le Serment de la Souveraine, donc c'est Sovereign Pact, je crois en anglais, et qui en gros, non, Sovereign Oath, pardon, qui en gros est une alliance de tous les clans barbares qui vivent au nord de la forêt. Donc c'est des dompteurs de trolls, c'est un clan qui est allié avec une espèce de gros lintworm, qui en ont marre de se faire marcher dessus, qui en ont marre des restrictions faites par les sorcières, et qui décident du jour au lendemain, en suivant la réincarnation d'une de leurs déesses, qui est la fille de sang, de dire bon bah on va faire une grande alliance et on va commencer à massacrer tout le monde, toutes les sorcières, tous ceux qui nous ont saoulés avec leur on-dit, leur tabou et compagnie, ça passe à la trappe. Donc c'est un peu des fachos, forcément, des fachos très très fachos, mais par contre ils sont assez subtils. Et toute l'histoire du jeu, c'est que ça commence, en fait, il monte des tensions entre les Ambriens, donc la reine Corinthia, et le haut chef Taraban, qui est le chef un peu, enfin chef/juge de paix des barbares qui vit sur Carnoustie. Donc il y a une attaque contre lui, il y a une attaque contre des colonies qui appartiennent à la reine ou des factions nobles, et donc le jeu commence comme ça. C'est-à-dire que l'histoire monte crescendo en fait en arrière-plan de la recherche d'Elmendra l'insensée et de la piste vers Simbar, qui est l'élément central du bouquin. Derrière, vous avez cette espèce de tension qui monte, et c'est à vous de le montrer, enfin, de vraiment faire comprendre aux joueurs ce qui se passe, puisque le final, l'acte 3, parce que les parties de Symbaroum, ça c'est peut-être le seul truc qui est bien foutu, sont toujours divisés en 3 actes. Et l'acte 3, c'est il y a littéralement la reine qui vient avec une armée aux portes de Carnoustie. Alors pourquoi est-ce qu'elle vient justement jusqu'à Carnoustie? Alors certes, parce qu'il y a des tensions et tout, mais c'est surtout que c'est parce qu'en fait elle est persuadée que sous Carnoustie, dans Carnoustie, il y a la direction vers Simbar. Parce que Elmendra, au début de la campagne, au début du bouquin, va contacter un de ses amis qui est fort en gueule, qui s'appelle Cruel Joe, qui est un ogre, et lui dit j'ai trouvé les directions vers Simbar, dans Carnoustie, donc sous Carnoustie, et la preuve, c'est que j'ai trouvé le marteau des sorcières. Alors c'est là où j'aime pas trop la traduction et un peu perd la subtilité, c'est qu'en anglais c'est The Witch Hammer, qu'on peut traduire comme le marteau des sorcières ou le marteau à sorcières. Le marteau à sorcières, par définition, c'est ce qui était utilisé par les puritains, enfin les chasseurs de sorcières, les Witchfinder General, donc les chasseurs de sorcières puritains en Angleterre durant le XVIe siècle, alors que dans le bouquin, il y a une subtilité sur laquelle je vais revenir très rapidement. Donc elle dit, moi j'ai trouvé sous Carnoustie cette arme qui est le Witch Hammer, donc le marteau à sorcière, qui est censé être une arme divine, qui a été utilisée, enfin bénie en tout cas par... alors c'est ce qu'elle pense en fait, elle se dit c'est une arme qui appartient aux sorcières, qui a été utilisée par les sorcières il y a très longtemps pour détruire un haut chef qui lui était corrompu. Parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que les elfes c'était des petits malins, le prince Enéano qui est le grand farceur, donc qui est le chef de tous les elfes, était venu voir quand les humains sont battus contre les araignées, donc Angataltar qui était le chef des araignées, ça c'était il y a 500 ans, avant qu'on commence le jeu,
ils étaient dans la merde. Et ils n'y arrivaient pas et tout. Donc les elfes sont arrivés sur Carvosti. Ils ont dit, bah écoutez les gars, bon, vous pouvez garder Carvosti, hein, ça c'est pas un problème. Mais nous, si vous voulez qu'on reste neutre dans la guerre qui vous oppose aux araignées, il faut que vous suiviez tous les préceptes des sorcières, ce que veulent impérativement dégommer le serment de la souveraine. Donc la seule magie qui est autorisée, c'est celle des witches, des sorcières. Et en échange de quoi, moi je vais vous apprendre, on va rester neutre et il n'y aura pas de souci. Donc forcément, les sorcières et le haut chef de l'époque acceptent, et Néano leur laisse un coffre qui s'ouvre tout seul, enfin qu'on peut ouvrir très facilement, mais il leur dit surtout ne l'ouvrez pas. C'est un peu comme l'arche d'alliance dans Indiana Jones. Et forcément, il y a un moment, il y a un chef qui est complètement désespéré, une ou deux générations plus tard, il ouvre le coffre, pas de bol, il y a une graine de corruption hyper puissante qui le corrompt instantanément. Heureusement, le coffre a la bonne idée de se fermer tout seul, et il se bat dans la forêt. Il revient quelques années plus tard, tout corrompu, avec une armée d'abominations au basque, et il attaque, il est sur le point de détruire. Donc ça, c'est après la victoire contre le roi Rhaenyra, bien sûr. Et il décide de détruire tout le monde. Et c'est là, en fait, où, implorant la grande sagesse d'une créature qui s'appelle Aloena, je crois, qui est une espèce de créature de 3 mètres de haut avec un crâne de cerf sur la tête. Spoiler alert, c'est une elfe d'éternité. Spoiler alert, c'est la princesse et la sœur des Néano. Et spoiler alert, elle a un rôle très important. Et donc les humains viennent la voir et disent il faut vraiment que vous nous aidiez là, parce que sinon on va tous crever comme des merdes. Et Néano, bon, qu'on n'a pas. Pardon. Et Léa. Putain, j'y arrive pas. Enfin bref, la créature qui vit sur le plateau dit ok. Elle leur apprend un sort. Et ce sort, c'est Catching Fire, donc c'est embrasement, qui permet à quelqu'un de s'enflammer et de détruire tout ce qui est en face. Le problème, c'est que quand vous êtes enflammé, il n'y a plus personne. Donc ça implique le sacrifice de quelqu'un. Et donc il y a une jeune fille anonyme qui se sacrifie, qui s'enflamme et qui détruit Caliban, donc qui était l'ancien chef corrompu. Et ça, dans l'histoire, en fait, les gens se sont dit « Oh, mais c'est super, c'est une arme mystique !» Et de bouche à oreille, en fait, les gens ont transformé ça en marteau. Et ce marteau, ironiquement, est utilisé c'est le nom du sort qui est utilisé par les Templiers pour détruire les Iniprios, donc les abominations, les morts vivants. Donc on voit toute l'ironie suprême, c'est qu'en fait, dans l'anglais, The Witch Hammer, ça peut être le marteau des sorcières, qui est le sortilège, en fait, créé, alors que le marteau à sorcière, c'est quelque chose qui est justement fait pour détruire plus ou moins les sorcières, parce que c'est ce que veulent les Templiers d'une certaine façon. Et en fait, donc ce marteau-là, Elmendra l'amène à Grimjaw et lui dit « il faut que tu le donnes aux prêtres ». Okay, donc les prêtres le récupèrent, et là tout s'enchaîne, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs qui se répandent un peu partout, et il y a des factions qui vont se monter très très vite pour trouver tous les anciens amis d'Elmendra, trouver Elmendra et surtout refaire son chemin. Et c'est peut-être le truc un peu tricky. Donc le scénar, c'est une carte au trésor. En gros, c'est une chasse au trésor. Vous avez 3 endroits où vous devez aller. C'est 3 endroits où Elmendra est allé. Et chaque endroit vous permet d'avoir un élément supplémentaire pour déverrouiller, si on peut dire, ce qu'il y a pour déverrouiller l'accès sous Carvosti, donc le monde souterrain. Et c'est là où le premier truc, moi, qui me vient en tant que joueur, c'est de me dire, pourquoi est-ce qu'on va aller sur les pas d'Elmendra alors qu'on pourrait juste chercher Elmendra? Mais non, vous ne pouvez pas, parce qu'Elmendra sera un personnage central dans l'épisode suivant, The Darkest Star, donc l'étoile la plus sombre qui se déroule à Indaros, la capitale. Donc pas de bol, vous ne pouvez pas. Donc bref. Donc là, c'est la partie la plus cool, je pense, du scénar, c'est que passer les enquêtes préliminaires pour savoir qu'effectivement Elmendra était là, qu'elle avait des alliés qui se font tous buter les uns après les autres. Et notamment, vous allez trouver un de ses alliés, qui est le frère Bartho, qui lui est dans une colonie humaine, ambrienne, qui est attaquée par des gens du serment de la souveraine, et vous vous en doutez, parce qu'ils attaquent avec des Lindworms, ils attaquent avec des sorcières, mais qui font pas de magie, qui se contentent de jeter des grenades, ce qui est un peu l'antithèse des sorcières, soit dit en passant. Et donc, Bartho vous dit, on est allé là, et il faut qu'on aille là. Et donc, vous avez 3 endroits différents. Il y a une île maudite, l'île d'Iféron, qui appartenait à des humains qui vénéraient un dieu crapaud et qui ont roulé pour les araignées durant la Grande Guerre. Vous avez, donc c'est là où on peut trouver potentiellement l'entrée de Carvosti, enfin l'entrée sous Carvosti. Parce qu'en fait c'est un passage secret qui est dans la falaise, que vous ne pouvez pas savoir sinon, et le seul accès officiel est détenu par les sorcières, donc vous ne pouvez pas y aller. Il y a une deuxième destination qui s'appelle Faramoron, qui est en fait un ancien atelier cimbarien, où, hélas, maintenant il y a un grand troll qui s'est réveillé, un lich troll, donc un seigneur troll, et il n'est pas content. Donc il faut être assez malin et y aller pour qu'il vous laisse accès au laboratoire. Il faut ruser, il faut lui donner à manger. Mes joueurs ont été assez hardcore, il y avait des templiers, parce que le principe, donc le principe en fait de ce scénario-là, c'est que donc il y a d'autres factions, comme je vous ai dit.
Il y a 7 factions, voire 8. Et à chaque étape que vous faites, entre les 3 endroits, selon l'endroit que vous visitez en premier, en second ou en dernier, vous ne verrez pas les mêmes factions. Et donc les factions que vous allez rencontrer auront déjà peut-être vu un autre endroit et acquis une autre information. Et ça, c'est peut-être le meilleur élément, je pense, du scénar. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et mes joueurs, à un moment, ont même suppité ça. Ils ont dit, bah, en fait, on sait où est la porte. Il y en a un en rigolant, il a dit, bah, on va juste aller jusqu'à la porte, on va attendre, et puis on va camper, et puis le jour où il y a une autre faction qui arrive, on leur casse la gueule, ou on leur force à révéler leurs informations. Et c'est pas con, en fait, c'est une option tout à fait viable. Et donc ça permet aussi de créer, donc non seulement, comme je dis, donc la première île, il y a des morts-vivants assez glauques et gore, parce que l'île a été maudite, évidemment. Ils ont roulé pour des traîtres, donc après les sorcières leur ont envoyé une grosse malédiction sur la gueule. Les deuxièmes, donc il y a pas mal de trolls, et il y a un troll assez costaud, donc il faut être assez malin et subtil. Et le troisième, en fait, c'est un village de religieux plus sectaires, où il y a une petite fille qui a un don pour drainer, disons, la négativité mentale des gens, qui était enfermée sous Carvosti par les sorcières, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle se fasse tuer par les prêtres. Et en fait, elle a eu le temps de voir comment c'était sous Carvosti. Et c'est la seule personne qui peut vous indiquer potentiellement comment est l'endroit, et surtout ce que vous pouvez y rencontrer. Parce que sous Carvosti, forcément, il y a des secrets. Donc ce village va être attaqué par le serment de la souveraine, donc à vous de voir. Pour mes joueurs, ils ont fait le Differon, puis après ils ont fait le Faramoron, et après ils se sont dit, est-ce qu'on veut vraiment savoir ce qu'il y a est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller faire un détour? Parce que quand vous regardez la carte, c'est pas un triangle isocèle, en fait. La colonie, donc New Earthmore, est beaucoup plus loin. Et moi j'ai un système en plus pour simuler les voyages, donc les joueurs ont fait, non, on va retourner à Carvosti, on verra comment ça va rouler. Et donc quand vous arrivez à Carvosti, bah, vous avez potentiellement, si vous avez bien négocié avec les autres factions, notamment la faction de la reine, les rangers, les prêtres, parce qu'il y a aussi il y a les prêtres, les rangers, il y a des mercenaires, donc des chasseurs de trésors, il y a des templiers aussi. Et le truc, c'est que pendant la campagne, c'est le seul élément qui est vraiment important par rapport à l'histoire globale, c'est que durant le scénario, les templiers vont faire session. En fait, il va y avoir un schisme entre les templiers qui suivent Jacobo Vera, donc le grand chef des templiers. Sa fille d'ailleurs dirige les Templiers à Carvosti, qui dit Prios est mort. Donc il n'y a plus de. Maintenant on est la Church of Dead Prios, donc on est l'église de feu Prios, qui même nous suivent. Maintenant on répond plus à l'église, on répond plus au père Jezebel, les manteaux noirs on les emmerde, et direction destruction de la corruption, les sorcières, la reine elle est corrompue, et nous il faut qu'on aille à Simbarum, parce que c'est là où c'est la mer des ténèbres. Et donc on va venger en fait les gens qui ont assassiné Prios. Ce qui, quand vous y réfléchissez, est un super plan, mais bon, passons. Ça aura son impact pour la fin du jeu, hein, je précise, c'est pas gratuit, mais c'est le seul élément vraiment important, comme dans le premier scénar à Fort Chardon, donc le Wrath of the Warden, le seul élément qui était vraiment important pour le métaplot, c'était le fait qu'il y ait des Templiers qui arrivent, donc que les frères Merkele arrivent, avec la tablette de la prophétie de Sarkomal, qui dit, quelqu'un va s'asseoir sur le trône d'Épine, et patati et patachmol, et vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est là en fait où la reine se dit la prophétie existe vraiment. Donc moi c'est l'occasion idéale pour que les gens, pour que la guerre civile n'ait pas lieu et donner un but en fait à mes gens, c'est d'aller trouver le trône d'Épine. Donc dans le deuxième tome, le seul élément vraiment important pour le métaplot, c'est effectivement la scission des Templiers. Parce qu'en fait ça affaiblit l'Église. L'Église, le premier père Jezebel se retrouve un peu dans la mouise, et les réformistes, qui étaient incarnés par l'hérétique Sarvola, eux, vont se planquer à Ravenna, ils vont avoir le soutien, ils ont déjà le soutien de la reine en fait, parce que c'est elle qui manœuvre en fait pour que les réformistes aient plus d'appui, et donc ça va engendrer tout un patati patata de plein de choses. Donc vous arrivez sous Carvosti, enfin, avec un peu de chance vous activez le mécanisme, et là en fait il y a une petite catastrophe, c'est que vous apercevez que Elmendra a oublié de refermer la porte derrière elle. En gros, elle a fermé la porte un peu trop tard, parce que le temps qu'elle explore les souterrains, les araignées qui sont passées. Parce que les araignées, qui est une autre faction qu'il faut introduire assez tôt, et c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai beaucoup martelé à mes joueurs qui étaient barbares. Attention, les araignées, c'est vraiment le seul ennemi que vous ayez jamais eu. La mort dans le Cataltar, c'est le seul événement qui unit tous les barbares. Donc ça, il l'avait un peu compris. Et il se retrouve dans des tunnels qui sont très très longs, avec des araignées potentiellement qui peuvent leur tomber sur la grappe. Et les araignées sont vénères. Hein. Je rappelle, dans le jeu là, c'est 5 araignées qui vous tombent dessus. Elles ont beau être petites, elles vous lancent des toiles d'araignée, vous êtes enchevêtrés, vous ne pouvez rien faire.
Si vous en tuez deux, enfin si vous tuez une faction, il y en a une deuxième qui arrive. Si vous en tuez une deuxième faction, il y a une faction avec des plus grosses araignées, parce que je rappelle que dans ce monde-là, les araignées sont sentientes, intelligentes, et ont la possibilité rigolote de se reproduire avec des esprits. Donc ça fait que vous avez des araignées poilues qui sont accouplées, en gros, enfin qui sont l'héritage, enfin qui sont les rejetons d'une grosse araignée avec un esprit particulièrement vénère. Donc on va éviter. Sous terre, vous trouvez aussi, alors ça c'est si vous cherchez, mais à la surface du sol, en fait, donc très très profond, vous découvrez en fait la raison d'être d'Aloena, donc le grand tête qui vit dans le bosquet, c'est qu'il y a Garavarax, qui est un géant, qui était l'ancien dirigeant de toute la région de Carvosti, toute la région d'Avoca, avant que les humains arrivent en fait, et qui est le frère de Huron. Alors Huron, c'est très important, on n'en parle pas du tout dans la campagne. Huron, c'est l'une des divinités des barbares. Donc, les barbares, en fait, leurs divinités, ce sont des créatures qui existent. Contrairement aux humains, contrairement aux Ambriens et aux gens d'Alberator, qui voyaient plus la dimension, archétypale des dieux. Mais c'est les mêmes dieux, concrètement. Et Huron, donc, c'est le serpent-monde. D'ailleurs, c'est la serpent-monde parce que c'est féminine. Donc, c'est un gros serpent immense qu'on n'a jamais vu. Tout ce qu'on a jamais vu, c'est ses engeances. Mais c'est censé être la fertilité, c'est censé être la croissance, c'est censé être la terre-mère. Et d'ailleurs, les gens de New Earthmore, donc les humains qui sont barrés pour ne pas être persécutés religieusement, vénèrent en fait un aspect du Huron, mais ils ne le savent pas. Et Huron, c'est très important parce que vous verrez, j'en reparlerai. Mais en gros, c'est très important d'introduire cette créature et ce dieu, même à plusieurs reprises, pour la fin de l'histoire. Et donc son frère c'était Garavarax, qui était le géant qui dirigeait toute la zone. Sauf que quand les humains sont arrivés, Garavarax, il a dit « Oula !» Il a commencé à se leur cogner la gueule, casser la gueule. Et les humains ont dit « Bon, sous l'engeance de Sidriana », en fait, Sidriana, c'était une chamane, enfin, c'est une Miko, en fait, dans la mythologie japonaise. C'est la première leader spirituelle et politique des humains quand ils sont arrivés d'Arasbast. Donc, Arasbast, c'est le grand désert qui est au-delà des corbeaux. Donc, c'est le premier endroit où les humains ont atterri après Landfall, quand ils sont venus du Underworld. Et Arasbast, c'est un désert. Et ça n'a pas toujours été un désert. Donc, c'est complètement corrompu. Et Sidriana, qui a utilisé cette magie, une magie extrêmement puissante là-bas, a dit « Bon, j'ai appris de mes erreurs. On va traverser les montagnes et on va être malin. » Donc, ils sont établis en Balseba, qui est une petite vallée. Et quand Garavax est arrivé pour cogner, Sidriana dit « Ok, vous êtes, oui, grand seigneur, vous êtes le meilleur, vous êtes un constaté, vous êtes un génie. » Garavarax a dit « Ok, c'est bien, tant que vous savez qui est le patron, moi ça me va. » Et petit à petit, en fait, au fil des siècles, Garavarax s'est laissé aller. Quand il a vu Symbaroum, l'Empire, apparaître, il n'a rien fait, il s'en foutait. Quand il a vu Symbaroum exploser, ça l'a fait marrer, parce qu'il s'en doutait aussi. Il est incorruptible, bien évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est que les elfes, par contre, il n'aimait pas les elfes, en fait, parce que les elfes sont arrivés après la chute de Symbaroum, et il voulait impérativement tous les tuer. Et c'est là, en fait, où c'est supposé, en fait, dans l'histoire, c'est jamais dit concrètement, mais que le prince Eneano, qui était le grand leader des elfes, a dû sacrifier sa sœur pour qu'elle devienne une elfe d'éternité, et de Aloena, et donc et parce que c'est une elfe d'éternité, elle avait un pouvoir extrêmement fort. En fait, les elfes d'éternité n'ont qu'un seul but. Et donc, ils ont un seul pouvoir, ou deux qui vont de pair avec ce but-là. Et elle, son pouvoir, c'est qu'elle pouvait être à plusieurs endroits à la fois, et surtout qu'elle pouvait chanter une chanson pour endormir en fait Garavax. Donc en fait, elle est allée jusqu'à Carvosti, elle a endormi Garavax, et vu qu'elle était à 5 endroits en même temps, elle avait toujours quelqu'un aux côtés de Garavax pour chanter la chanson et veiller à ce que les feux follets qui entourent le lac souterrain soient là, et donc que Garavax ne se réveille pas. Et je pense que c'est là en fait où Eneano devient fou, parce que clairement, il y a une sorte de perte d'équilibre avec sa sœur, et peu à peu, en fait, durant l'histoire, on voit qu'ils sont dans la folie jusqu'à le tome 4, donc Mother Darkness, j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense. Et donc, vous allez voir, donc, potentiellement, ça vous révèle qu'il y a un géant qui dort, et que s'il se réveille, vous êtes tous un peu dans le caca. Aloena n'est d'aucune utilité forcément, parce que c'est pas son job, c'est son job, mais le reste, elle s'en fiche. Où vont monter, et il y a, en fait, il y a 3 éléments vraiment importants sous terre. Il y a le reliquaire. Donc, le reliquaire, c'est un endroit où il y a tous les objets qui sont conservés par les sorcières. Endroit très important où il y a des artefacts et compagnie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand les araignées sont arrivées, elles ont fait un détour par une prison, qui est aussi sous terre. Et dans cette prison, c'est où il y avait la petite fille qui était enfermée, il y avait aussi l'ancienne Uldra. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, l'Uldra actuelle d'Ileta a été un conclave quand elle n'était pas encore, quand elle était juste la gardienne du clan Zarek. Et toutes les gardiennes se sont aperçues que Aurelia, qui était la vieille Uldra, était en fait corrompue. C'est-à-dire qu'elle a fait un pacte. Et ça, c'est pas très bien expliqué. C'est encore une fois,
c'est extrêmement frustrant dans le jeu, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas bien expliquées. Donc l'idée, il y a deux interprétations. Soit elle a fait un pacte avec un elfe de nuit, donc c'est un elfe mort-vivant, sans savoir que c'était un elfe de nuit, et c'est la première chose. Et donc en fait, quand vous faites un pacte, vous êtes liés, et ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, l'elfe de nuit a pris possession de son esprit. Donc elle est complètement schizophrène, et lors de la cérémonie, donc de la réunion en fait, avec les gardiennes, on lui a amené un artefact qui s'appelle l'urne de Natana, qui est une urne qui contient une créature corrompue, qui peut vous donner des éléments, des indices, et qui peut agir comme espion, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, cette créature ment, et vous manipule. Et donc, son but, en fait, l'elfe de nuit qui s'appelle Yel, lui, ça reste un elfe en fait, mais il est complètement mort-vivant, donc disons que les barrières morales ont complètement disparu. Et ce que lui souhaite, c'est, comme tous les elfes, empêcher que Symbaroum se réveille, et il est prêt à aller jusqu'à des mesures drastiques, et il pensait qu'avec l'urne, il allait pouvoir avoir toutes les informations dont il avait besoin pour empêcher le réveil de la ténèbre sous Simbar. Mais ça, quand vous relisez le bouquin, après, que vous lisez par exemple les descriptions d'artefacts, on vous dit que l'urne, c'est ce qui a corrompu Aurélia. Donc moi, ça me semblerait plus logique qu'elle ait, un peu comme le Seigneur des Anneaux, en fait, qu'elle ait d'abord acquis l'urne, qu'avec l'urne lui dit, il faudrait bien que tu t'allies avec cet elfe-là, que l'elfe en fait était un elfe de nuit, et dans ce sens-là, ça marche mieux, parce qu'à ce moment-là, en fait, les autres sorcières peuvent se dire, mais attends, c'est bizarre, tu récupères cette tête depuis cette tête tu agis différemment, et puis à un moment, l'elfe se révèle, et donc forcément, il advient ce qu'il peut, elle ligote la fille, elle la fout, l'ancienne Uldra, elle la met sous terre, et Yeleta devient nouvelle Uldra à l'âge de 15 ans. Mais ça, c'est encore vous qui voyez. En tout cas, elle est libérée, elle est elle cherche impérativement son urne, elle cherche son urne, elle la trouve pas. Et donc là, logiquement, quand les joueurs arrivent, Aurélia est déjà présente, elle a pris des artefacts quand même pour se défendre, et dit, vous allez me chercher l'urne, qui est là-bas, sinon je vous tue. Et donc forcément, mais par contre, si vous ramenez l'urne, je vous laisse passer, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, la direction de Simbar est sur une tablette qui est juste au bout du reliquaire. Mais dans le reliquaire, il y a aussi un objet qui est disparu, donc c'est le marteau des sorcières. Et dans les autres cavernes, les joueurs peuvent trouver non seulement des tentures, mais aussi l'endroit où il y a eu le rituel de Catching Fire, donc le vrai marteau des sorcières, donc le sortilège d'ombragement. Et si les joueurs font 2+2, et qu'ils ont récupéré le marteau, donc moi je pars du principe que le prêtre leur donne, c'est-à-dire que c'est le prêtre qui est parti faire le père Argaton Soleil, en fait, qui est sur le point de devenir réformiste, qui a été envoyé comme les autres factions chercher la direction de Simbar, et pendant l'histoire, il commence à avoir des doutes, et à la fin en fait, du scénar, il est persuadé qu'il faut tuer tout le monde. En fait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui cherchent Simbar doivent être assassinées. Et donc, si vos joueurs sont alignés avec les sorcières, c'est génial. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé pour trouver le marteau, pour trouver Simbar, il va essayer de vous buter. Et vu que mes joueurs étaient plutôt alignés avec les sorcières, parce que j'avais une sorcière dans mon groupe, je lui ai dit, c'est lui qui a remis le marteau au joueur, il a dit, retournez le mettre dans le cas des sorcières, il n'a rien à faire ici, il devrait être sous Carvosti. Et donc, l'idée principale, c'est si ce marteau, c'est pas s'il n'y a pas de marteau des sorcières, qu'est-ce que c'est? Et l'idée maligne, c'est qu'en fait, il y a une arme qui s'appelle Spider-Bane, qui était l'arme qui a été forgée par les sorcières pour tuer Angaltar. Et sa caractéristique principale, je vous laisse dans le mille, c'est une arme métamorphe qui peut prendre n'importe quelle apparence. Et donc, moi, j'ai un peu triché par rapport au scénar parce que je trouvais ça plus cool, mais techniquement, les humains sont censés, les prêtres, ont des sortes d'identification. Et donc, ils sont censés savoir, ils touchent l'artefact, ils disent en fait, c'est Spider-Bane, c'est pas le marteau de la sorcière. Et moi, en fait, je me suis dit, non, c'est complètement con, quoi, parce que eux, les prêtres sont persuadés que c'est une arme divine, bénie par Prios ou que sais-je, malgré le fait qu'elle ait été créée par les sorcières, mais ça, c'est qu'un détail. Donc, pour moi, ils ont essayé d'identifier, ils n'y arrivaient pas. En fait, moi, j'ai donné un de mes joueurs, qui était barbare, et tous mes joueurs, je leur ai raconté l'histoire de la mort d'Angaltar à tous. Mais à chaque fois, je parlais d'une arme différente. Je disais, c'est une arme différente qui porte le coup fatal. Pour justement les faire tiquer, qu'à la fin, ils disaient, ah ouais, mais en fait, c'est quand même bizarre, parce que moi, j'ai entendu cette histoire-là. Toi, t'as entendu cette histoire-là. Il n'y a pas de... l'arme qu'on cherche n'existe pas, donc c'est forcément Spider-Bane, et en plus, c'est assez cool, parce que vous révélez l'arme, en fait, au moment où on affronte des araignées. Donc c'est plutôt bien. Et forcément, l'urne de Nastassa, vous l'avez deviné, elle est derrière une salle où il y a une énorme araignée
qui s'appelle Carlaban, je crois, ou Caratax, je sais plus. Ils ont des noms bizarres, hein, et qui est la fille de la grande chef de toutes les araignées. Ces araignées énormes, hein, c'est ce qu'on appelle les Shilog, donc c'est un peu comme Arachné dans Anciens Anneaux. Et elle est en train, donc la fille à sa mère, elle est en train de drainer le node des sorcières, qui est un puissant, en fait c'est un artefact fixe qu'on peut drainer pour récupérer de la magie sans se faire corrompre. Et du coup, les joueurs sont là, genre, wow, déjà c'est un peu compliqué, enfin, il faut négocier, quoi, il faut être très discret, parce que clairement, ils ne sont pas en position de force. Et son but à elle, elle ne le révélera jamais, mais bon, son but en fait, c'est de ressusciter son frère. Son frère, c'est Gadaltar, donc son but, c'est de ressusciter le roi des araignées sous l'impulsion de sa mère, qui est revenue du monde des esprits, et qui a, avec cette idée en se disant, bah, les humains sont trop nombreux, il faut tous les buter. Mais Carallax, en fait, elle a passé du temps sous Carvosti. Et donc, elle a appris à apprécier les sorcières, les barbares, les humains en général. Donc, elle n'a pas envie d'être aussi radicale que sa mère. Et ça, c'est un point qui est assez important, encore une fois, dans le quatrième scénario et dans le scénario final. C'est-à-dire qu'à un moment, vous devrez faire un choix entre potentiellement, génocider les araignées ou faire une sorte d'alliance avec elle pour dégommer sa mère et ressusciter un Angalatar, mais qui ne serait pas forcément si méchant qu'on pourrait l'imaginer. Mais ça, on en reparlera, bien évidemment. Donc vous récupérez l'urne, normalement, et vous la ramenez ou vous tuez la sorcière. Et je peux vous dire, Aurélia, elle est assez costaud. Elle a la régénération, elle a les artefacts, et surtout, elle a 18 de volonté. Donc, elle va prendre le contrôle du mec le plus costaud de votre groupe. Et moi, dans mon groupe, j'avais un ogre. J'avais un ogre qui était spécialisé en combat. Et elle a pris le contrôle de son esprit, et c'était horrible, quoi. Enfin, j'ai un joueur techniquement, il aurait dû mourir, mais bon, j'avais un peu merdé parce qu'il avait senti le coup passer, donc j'ai laissé pisser, mais voilà, il a plié directement quelqu'un, enfin, ça a été extrêmement compliqué, et pourtant, c'est un seul en général, en jeu, quand il n'y a qu'un seul adversaire en face, c'est facile, quoi. Parce que y a pas... les difficultés, ça vient des synergies qui peuvent expliquer qui peuvent exister quand vous avez un groupe en face de vous. Mais là, ouais, ils en ont un peu bavé quand même. Si vous sortez de ça, vous arrivez sur la tablette, et évidemment, la tablette ne donne pas la direction vers Simbar, mais donne la direction vers Simbar l'empereur, en fait. C'est-à-dire que la capitale et le nom du dernier empereur sont les mêmes. Et vous apprenez que le corps de Simbar, donc l'empereur, a été envoyé par des gens qui venaient de Lindaros. Donc Lindaros, c'était la cité sur laquelle Indaros est construit maintenant, qui était en gros la première cité non barbare qui a été créée tout au sud de la forêt, après la chute de Simbaron. Et un jour, les gars, on me dit, bah tiens, ils avaient une case de prêtre qui s'appelle l'Ordre tectonique, qui était une case de prêtre qui émergeait, qui venait de Simbarum. On dit, bah nous maintenant on est assez costaud, on est assez fort, hop, on va aller dans la forêt pour offrir pour récupérer les restes de notre empereur et puis lui offrir en fait un burial, quoi, donc une cérémonie funèbre. Parce qu'il y avait un grand vaisseau en pierre qu'ils ont utilisé pour envoyer. Ça, j'en reparle dans le troisième acte, dans le troisième scénar. Et c'est tout ce que vous avez dans le bouquin, en fait. On vous dit juste, le corps a été ramené à Lindaros. Donc bon, voilà, le scénar se finit un petit peu comme ça. Mais évidemment, le gros final, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette information. C'est-à-dire que vous avez potentiellement une tablette que tout le monde cherche, qui ne veut pas dire ce que tout le monde pense. Et encore une fois, vous ne pouvez pas traduire la tablette si vous n'avez pas un niveau maître en lore master, donc on érudit. Donc à moins que vous ayez vraiment des joueurs spécialisés, ça va être très compliqué. De but en blanc. Et mes joueurs, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris du charbon et puis ils ont recopié. Mais vous pouvez aussi casser la tablette, vous pouvez aussi ne rien dire. Il y a pas mal de... C'est à vous de gérer, sachant qu'en plus, selon la faction à qui vous dévoilez cette information, la reine, le haut cheftain, l'Uldra éventuellement, ou je sais pas moi, Seldonio, le chef de l'ordre de Magica, les répercussions ne seront pas les mêmes. Et certains peuvent carrément vous faire la gueule, voire tirer la gueule, voire ne plus... Enfin, vous serez plus du tout en auto-santé avec certaines factions. Et il ne faut surtout pas mentir à la reine, parce que c'est vraiment la pire idée que vous puissiez avoir, concrètement. Alors, heureusement, pour un peu mettre de la pommade sur tous ces petits bobos, vous avez la possibilité, normalement, c'est ce que vous êtes censé faire dans le scénar, c'est comprendre qu'il y a une nouvelle faction, le Serment de la Souveraine, qui va arriver, qui lie les uns contre les autres, les Ambriens et les barbares, disons, loyalistes, et que ça craint du boudin. Et effectivement, ça craint beaucoup du boudin, parce que dès le scénario d'après, on vous explique que la fille de sang se révèle avec son armée, et qu'elle va potentiellement marcher sur Carvosti, ce qui va provoquer pas mal de catastrophes. Donc voilà, ça c'est vraiment un peu l'essentiel de l'histoire que j'ai résumé grosso modo. Bon, encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Donc le début est pas bien. Franchement, le début
demande beaucoup de travail, hein, parce que ce qui se passe, c'est que littéralement, vous arrivez à Carvesti, il y a on vous dit, oh mon Dieu, donc vous allez voir Cruel Joe, qui est l'ami d'Elmendra, il vous dit, oh, Elmendra a disparu, mais la direction de Simba. Donc tout le monde se retourne, grosse panique, ok. Et là, il y a un mec qui débarque, qui dit, oh là là, le haut chef est attaqué. Donc, histoire complètement différente, il faut que vous montiez tout en haut du plateau, affronter des mercenaires pour sauver le grand chef qui est empoisonné forcément, et tout ça. Et tout est un peu comme ça, en fait, on passe du coq à l'âne, c'est très très mal fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas embêté, l'attaque sur le haut cheftain, je l'ai mis des mois avant. Encore une fois, moi j'ai un groupe assez hétéroclite, donc ça passe plutôt bien. Donc le début est vraiment dur, je trouve, la collecte de preuves et tout. Je préférais je pense que ça aurait été quasiment mieux si vous aviez juste Cruel Joe qui vous dit, pardon, Barto est par là-bas, c'est le dernier ami d'Elmendra, vous allez le voir. Vous êtes attaqué par la souveraine, et là vous commencez à dire, ok, il y a quelque chose qui se passe, et après on passe à la chasse au trésor. Et la chasse au trésor, moi je trouve génial. Je trouve vraiment, c'est la première fois où on va vraiment dans la forêt, où on rencontre plein d'embrouilles, on s'est autant marré, pour mes joueurs, dans les voyages que dans les 3 différentes destinations. Enfin, moi, j'en ai fait que 2. L'île différente, je trouvais ça absolument génial, parce que c'est complètement glaçant, et genre, ça ne savent pas à quoi s'attendre. On prend la corruption en permanence, il y a des spectres et des fantômes, il y a une scène qui est absolument géniale, où vous entendez de la musique, et en fait, il y a une elfe d'éternité, ou une Winterell, je ne sais plus, qui est stationnée dans un village complètement abandonné, où il y a toutes les âmes des gens qui ont été maudits il y a 500 ans, qui sont des morts vivants, qui l'écoutent chanter. Et pour avoir les informations dont vous avez besoin, vous êtes obligé de traverser la foule pour parler à l'elfe. Et si vous faites ça, en fait, les morts vivants se réveillent. C'est vraiment chouette. Il y a plein de petites idées comme ça. Et puis le final, il y a une grosse statue de crapaud dans laquelle ces prêtres sont fusionnés. Donc il y a des têtes qui sortent littéralement d'un crapaud géant. Et puis bon, il y a un petit piège, une petite tombe à l'ancienne avec plein de pièges partout, très sympathique. Un vrai espace Simbarum. Et Faramorn, c'est beaucoup plus. Faut être plus malin, c'est vraiment la diplomatie, où il faut dire comment on se fait pour gérer un Noc extrêmement puissant, sachant qu'il y a des elfes en plus qui attendent à l'extérieur, qui n'ont pas la même réaction selon le moment auquel vous arrivez. Et à tout cela, bien sûr, il y a des factions qu'il faut impliquer, qu'il faut rendre intéressantes. Moi, je me suis pas embêté dans la campagne, j'ai fait que le capitaine Marvello, qui est le chef des rangers de la reine, qui d'abord est le chef de la garde à Fort Chardon, et qui après monte de rang de rang. En fait, j'ai fait que c'était le frère de l'un des personnages. Et ça marchait très très bien, c'était super, parce qu'à chaque fois Marvello retrouvait son frère, il fait mais c'est pas possible et tout, t'étais censé être en sécurité, qu'est-ce que tu fous là, l'autre bout de Donc à chaque fois il pétait des plombs, et ça marche très très bien, parce qu'en fait on peut dire qu'à la fin de ce bouquin là, il dit je vais t'envoyer une Indaros, parce que c'est le seul endroit qui est sûr, où je sais que tu feras pas de conneries, et forcément il va se passer des choses. Donc il faut vraiment impliquer tout le monde. Le final est bien aussi, il faut le gérer, c'est un peu compliqué parce que les tunnels ça reste une sorte de donjon, mais un donjon qui est extrêmement violent et mortel. Les ennemis sont assez costauds, sont même très costauds, et surtout vous n'avez pas la possibilité de vous barrer en fait. C'est-à-dire que c'est très compliqué de revenir sur vos pas, et en plus, pour couronner le tout, il y a un ultimatum, c'est-à-dire que vous savez qu'au-dessus, les sorcières qui sont coincées dans leur petit cercle, parce que oui, les sorcières sont réunies en conclave et ne bougent pas, et il y a la reine qui attend, il y a une armée qui est aux portes de Carvesti, donc ça peut être assez radical. Donc ouais, ça demande beaucoup de doigté sur la fin, le début pourrait être un peu mieux fait. Encore une fois, amener très rapidement l'histoire du marteau des sorcières, de Catching Fire, de Spider-Man, parce que c'est vraiment central à l'histoire, et je pense que ça pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux amené dans le bouquin. Et puis en plus, potentiellement, vous récupérez Spider-Man, qui est quand même un artefact assez cool, et qui comme Durandal ou Excalibur, a une notion extrêmement forte pour les barbares, que je trouve assez intéressante, surtout pour ce qui va se passer ensuite. Moi, peut-être la seule difficulté que j'ai eue, c'est que j'avais un des joueurs qui était sorcière. Donc c'est un peu de Carvesti. Donc c'est un peu du foutage de gueule de dire à quelqu'un en fait, tu sais pas, les sorcières, elles sont toutes réunies en conclave, elles veulent pas te voir. Bon. Ah, mais tu sais pas vraiment ce qu'il y a sous Carvesti, parce que tu y es jamais allé. Bon, voilà, j'ai un peu rusé parce que c'est un changelin, donc je suis parti du principe que les gens lui faisaient pas confiance, que il avait fait des bêtises avant sur Carvesti, donc ça limitait un peu le champ. Et ça a donné des résultats plutôt intéressants, avec un final où la sorcière a pris l'urne de Natana, lui fait confiance, ne fait plus du tout confiance aux sorcières parce qu'elle est persuadée que les sorcières en fait ont fait une alliance avec les araignées. J'ai un autre, en plus j'ai un des barbares qui est le dernier membre du clan Gézira, donc ceux qui se sont fait tuer à l'endroit où il y a Fort Chardon. Et lui il est complètement flippé parce qu'il a vu le servant de la souveraine, donc il sait que... Et en plus le servant de la souveraine le cherche parce qu'il a le désavantage Hunted.
Donc voilà, j'ai un ogre qui bosse pour l'Ordre Magica. Donc ça a fait un bon mix qui quand même rend les choses intéressantes. Je pense que l'île différente, ça a vraiment été le moment le plus cool de tout le scénar et j'espère que vous aurez autant de plaisir à le maîtriser ou à le jouer, je sais pas, hein, si vous regardez cette vidéo malgré les spoilers, que je l'ai eu. Et j'ai très hâte de passer au troisième chapitre qui s'annonce pas piqué des hannetons. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien c'est que ça avance crescendo pour l'instant. Fort Chardon, je n'étais pas convaincu, Wrath of the Warden, le cours du gardien. Là, c'est un peu mieux et je pense que ça va aller crescendo, sachant que les 2 derniers épisodes sont uniquement un scénar. Donc il n'y a pas du tout de complément urbain ou sur une ville, donc pourquoi pas. Et à noter, si vous suivez un peu Winds of Symbaroum, ils ont annoncé un truc assez malin. Ils vont réunir la campagne en 3 bouquins au lieu de 6. Et à côté, ils vont faire des bouquins, ils vont faire un bouquin de world building en fait. Il y aura un bouquin qui va réunir les éléments d'historique sur Fort Chardon, sur Carnoustie et sur Indaros, qui seront tous réunis dans un bouquin, ce qui est à mon avis beaucoup plus malin et sensé comme système que ce que nous on a eu. Parce que sinon, c'est vrai que ça demandait quand même pas mal de boulot de jongler entre la partie historique et la partie scénar. Ça, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que Winds of Symbaroum, j'ai pas lu, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont retenu un peu les erreurs, les petites choses qu'ils auraient pas dû faire au niveau du découpage dans les bouquins originaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Witchhammer et éventuellement si vous avez des galères ou des questions, j'hésiterai pas à y répondre. Allez, salut!